toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, spéciale législative, consacrée aujourd'hui à la 3e circonscription du Rhône et donc de Lyon. À mes côtés pour ce débat, Béatrice de Mondy, la candidate des Républicains. Marie-Charlotte Garin, vous êtes la candidate Europe Écologie Les Verts soutenue par la NUPES. Et sur ma droite, Sarah Payon, la candidate Renaissance, LREM, majorité présidentielle, dans cette circonscription. On abordera 4 thématiques aujourd'hui. D'abord la crise économique, le réarmement de la France, la pollution et le logement. On commence aujourd'hui avec une question d'actualité. Est-ce qu'il faut se préparer à une crise économique à la rentrée, comme on l'annonce de plus en plus dans la presse, et comment s'y préparer si effectivement elle arrive? Béatrice de Mondy, c'est vous qui répondez en premier. En effet, moi je suis quelqu'un de positif, je suis entrepreneur, chef d'entreprise et la situation économique de notre pays m'interroge énormément. On assiste en ce moment à une croissance zéro, à une montée de l'inflation, une montée des taux. Nos entreprises sont endettées, on a du mal à recruter. Donc oui, il y a beaucoup de signaux qui peuvent nous faire peur. Après, il ne faut pas qu'on soit dans le pessimisme. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et donc je pense qu'en effet, il va falloir qu'on soit prêt à faire des réformes pour redonner de la liberté, du champ d'action aux personnes de terrain, aux personnes qui sont aux mains de l'économie aujourd'hui. Donc moi, je fais partie des personnes plutôt qui ont envie de simplifier, de libérer les énergies. Marie-Charlotte Garin. La crise, elle est déjà là. On a les remontées et les signaux des entreprises, mais en fait, on a aussi les ménages qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. On voit le prix de l'essence qui augmente, on voit le prix du blé, des pâtes, de l'huile. Enfin, c'est déjà très concret, en fait, pour les gens aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on propose avec la nouvelle Union populaire, c'est un SMIC à 1 500 €. C'est un revenu qui garantit une dignité, du coup, avec 1 063 € par personne seule dans le besoin, pour qu'en fait, les gens puissent vivre dignement au-dessus du seuil de pauvreté. Et on propose aussi de bloquer les prix sur les produits de matières premières et aussi d'indexer les bas salaires sur l'inflation. Parce que l'idée ici, c'est bien de se dire comment est-ce qu'on accompagne les plus précaires dans ce temps qui est extrêmement compliqué et on ne peut pas se permettre de laisser en fait les plus précaires sur le côté. Et Sarah Payon. Alors peut-être qu'avant de parler de tout ce qui va mal, on peut aussi quand même se réjouir du taux de chômage historiquement bas, notamment le chômage des jeunes, tous les indicateurs le montrent, et finalement les fameux effets du quoi qu'il en coûte. On nous dit que Macron serait un libéral chevronné, n'empêche qu'on a vécu une situation inédite où finalement pendant quelques mois, la France, l'État, a payé le salaire de nombreux Français et a accompagné de nombreuses entreprises. Je ne dis pas que c'est une situation qui serait tenable sur le long terme, mais on voit que si on n'avait rien fait, la situation économique serait bien pire que celle qu'on connaît aujourd'hui. La croissance n'est pas nulle, contrairement à ce que dit Madame de Mondy. Néanmoins, je rejoins mes adversaires sur le fait qu'il y a des motifs d'inquiétude, notamment le prix des matières premières, le problème de recrutement en matière de manœuvre. Concernant le pouvoir d'achat, on agit déjà avec le fameux bouclier énergétique. On voit que l'électricité a augmenté, je ne le nie pas, mais de 4%. Chez nos voisins espagnols qui n'ont rien fait, l'électricité a augmenté de 72%. On a déjà pris des mesures, on doit continuer à en prendre pour accompagner le pouvoir d'achat des Français et les protéger. En revanche, de nombreux économistes montrent que augmenter le SMIC, par exemple, de manière très artificielle, comme le propose la NUPES. Alors, vous dites 1 500 € sur votre axe, c'est 1 400. Bon, apparemment, ça a augmenté en une semaine. Finalement, ça a un effet inflationniste terrible, avec une spirale, qui fait que déjà, les gens qui aujourd'hui gagnent 1 500 € se retrouvent au SMIC. Donc, finalement, leur pouvoir d'achat n'augmente pas. En revanche, les prix vont augmenter de manière artificielle. Cela ne réglera pas les problèmes. Nous, ce qu'on propose, c'est de baisser un certain nombre d'impôts. On l'a déjà fait avec la taxe d'habitation. On va continuer. Et c'est aussi d'accompagner le pouvoir d'achat des Français avec un certain nombre de mesures, mais pas des mesures artificielles qui finalement ne feront que créer une bulle qui éclatera à moyen terme, voire à court terme en fait. Mais est-ce que la situation économique ne remet pas un peu en cause le projet qui a été présenté aux Français par Emmanuel Macron dans la présidentielle ? Je pense pas. Est-ce qu'il pourra le financer, tout simplement ? Non, je pense pas. Par contre, ce qui est important, et vous l'avez dit, c'est qu'il faut anticiper la crise économique éventuelle qui nous attend. On l'a déjà fait en matière énergétique, il faut continuer à le faire en accompagnant les Français, justement en les protégeant des éventuels effets de cette crise. Et notamment, on le voit, la guerre en Ukraine, par exemple, fait partie des effets
qui provoquent des conséquences qui peuvent amener à une crise grave. Il faut arriver le plus rapidement possible à une paix en Ukraine. Ça paraît tout bête comme ça, quand je le dis comme ça, mais ça fait partie des choses sur lesquelles le président de la République agit au quotidien. Il a régulièrement M. Poutine, M. Zelensky au téléphone, et les questions économiques sont forcément des conséquences aussi des questions géopolitiques. Je suis désolée, mais j'ai besoin de revenir quand même sur trois chiffres. Déjà, la croissance est à 0 au premier trimestre. Emmanuel Macron avait prévu un budget à plus 4. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Deuxième chiffre, il y a plus d'1 million de jeunes aujourd'hui, on appelle ça les NEET, qui sont sans emploi, sans formation, qui sont nulle part. Donc, on ne peut pas se réjouir de la situation du travail des jeunes. C'est pour moi quelque chose de capital. Le taux de chômage des jeunes sur l'apprentissage. N'a jamais été aussi bas, madame. Et le troisième chiffre que vous citez, c'est le taux de chômage. On est un des plus mauvais taux de chômage en Europe. Donc oui, en France, on a un taux de chômage historiquement bas. Madame. Mais je demande aux journalistes peut-être de regarder les chiffres et d'aller investiguer. Mais vraiment, on ne peut pas se réjouir de la situation actuelle. On commence cette crise économique avec énormément de faiblesses. On a une dépendance énergétique, ce qui n'était pas le cas avant, alimentaire, ce qui n'était pas le cas au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin bref. Et pour vous, il faut se préparer à une crise économique à la rentrée, effectivement. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous proposez du coup? Excusez-moi, parce que vous critiquez le pouvoir en place, mais vous n'avez pas. Nous, on porte énormément de mesures pour faciliter la vie économique. Aujourd'hui, il y a un salaire net en France qui est beaucoup trop faible, un écart entre le salaire brut et le salaire net. Il faut rapidement avoir des mesures sur le pouvoir d'achat qui permettent aux entreprises d'être moins taxées. On va tripler. Comment? Comme la prime Macron qu'on prévoit de tripler, par exemple, sans charge ni impôt, madame. Oui, alors moi je ne suis pas du tout favorable à la distribution des chèques comme le fait aussi Jean-Luc Mélenchon. Il va falloir qu'on dise aux Français qu'il n'y a pas d'autre solution que de se relever les manches. Alors, pas de chèque en fait, pour les salariés, mais des chèques pour les patrons. Il faut libérer les énergies, il faut faire confiance aux entreprises, aux entrepreneurs, aux personnes de terrain. Voilà, mais pas aux salariés. Il faut arrêter de distribuer des chèques et des primes. On en a marre. Vous dites qu'il faut réduire les charges patronales, je suis désolée, c'est une forme de distribution de chèques, mais pour les patrons, pas pour les salariés. Non, on libère les énergies des patrons. Vous êtes à ça de nous dire qu'il suffit de Non, quand on réduit les taxes, en fait, c'est immédiatement de la hausse de pouvoir d'achat pour les salariés. Oui, et quand on supprime par exemple la CVAE, ce qu'on propose, qui est quand même une charge pour les entreprises d'une certaine taille, c'est exactement ce que vous proposez, c'est ce qu'on a prévu de faire, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron, pas dans le programme de Valérie Pécresse. Quand on regarde les chiffres également, la facture de l'énergie a augmenté. Donc elle a augmenté. Là, pour l'instant, sur ce début de ce débat, vous nous dites finalement des mensonges sur la réalité de la situation. Pas du tout, madame. Et les Français le savent, ils voient bien que leur pouvoir d'achat a baissé. Mais je ne dis pas le contraire, je dis qu'on protège et qu'on essaie de réduire cette hausse au maximum. Je nie pas la situation internationale. Marie-Charlotte Galland, vous avez un peu moins attendu sur l'accusation de déclencher une spirale inflationniste en augmentant le SMIC. Vous voulez peut-être répondre? Mais l'inflation dans laquelle on est, elle est prévue pour durer pour au moins 2 ans. On est à 5%. Et la solution, c'est pas d'augmenter les taux via la BCE et de rentrer dans une espèce de spirale d'austérité. Là, on dit il faut protéger les plus précaires. Mais l'austérité sera beaucoup plus forte. De nombreux économistes le prouvent, avec votre programme, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il est critiqué par de nombreux économistes parce que finalement, la France se retrouverait par de nombreux économistes. Les théories économiques se défendent de droite et de gauche. Oui, alors en l'occurrence, c'est plutôt des économistes de gauche qui aujourd'hui, plutôt de la sensibilité du PS, qui fait partie de la NUPS, qui s'expriment pour dire que justement, finalement, cette situation ne sera pas tenable et que le tournant de la rigueur qu'on a connu dans les années 80 sera bien pire avec vos mesures. Et finalement, on se retrouverait avec des promesses qui ne pourrait non seulement pas être tenue, mais une France qui serait dans une situation de crise économique et financière terrible. Mais on est déjà en fait dans une situation de crise. Mais ça serait incomparable avec le programme que vous proposez. Mais ce qu'on dit là, c'est qu'en fait, on ne peut pas attendre que l'inflation touche les plus riches pour décider qu'on est en crise. Là, elle touche déjà les plus riches. Vous croyez qu'on attend, madame? Vous croyez qu'on fait rien là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le pays quand même le plus endetté du monde, celui qui redistribue le plus, et malgré tout, regardez les charges, les prélèvements obligatoires. Regardez vos chiffres. On est le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. Et malgré tout, la redistribution ne fonctionne pas. Moi, je suis pour l'arrêt du gaspillage. Aujourd'hui, vous voyez bien que la situation dans tous les domaines, et pas seulement écologique, la situation sociale, sociétale, écologique, énergétique, même la défense aujourd'hui, les Français ont peur de ce qui se passe aux portes de l'Europe. Il est urgent de réformer et de simplifier. Vous dites qu'il faut plus de policiers, qu'il faut sauver l'l'hôpital public. Comment est-ce qu'on fait? Il faut mettre les moyens. Vous appelez ça du gaspillage, en fait, l'investissement dans les services publics? Je vous propose d'avancer dans le débat, mais simplement, je retiens, donc effectivement, vous attendez une crise économique à la rentrée. Vous pensez qu'une crise est déjà en place, c'est ça? Pour les ménages les plus précaires, oui. Vous pensez qu'il faut s'attendre à une crise à la rentrée? En tout cas, il faut l'anticiper.
Voilà, il faut l'anticiper, mais oui, on peut avoir des indicateurs qui nous laissent penser qu'au-delà des frontières françaises... Les nouvelles sont effectivement pas très encourageantes et le contexte a changé entre la campagne de la présidentielle et celui législatif. Oh, on était déjà dans une situation compliquée pendant les campagnes présidentielles. On le savait, le programme a été calculé aussi en conséquence. Autre sujet sur lequel je souhaitais qu'on intervienne aujourd'hui, c'est la question du réarmement. Est-ce qu'il faut réarmer la France et l'Europe? Après la crise ukrainienne, c'est le sujet qui est sur la table. Qui veut répondre en premier? Peut-être Marie-Charlotte Guérin, puisque vous étiez un peu en retard de temps de parole sur le premier round. Donc, sur la question du réarmement, ce sur quoi on s'est mis d'accord au niveau de la nouvelle Union populaire, c'est qu'il faut réinvestir notamment un espace qui s'appelle les Nations Unies, pour en faire un vrai espace de gestion des conflits internationaux, pour rééquilibrer aussi les partenariats transatlantiques. Et surtout, le sujet crucial qu'on va avoir sur la question de l'armement au niveau de la France et de l'Europe, ça va être de se dire comment est-ce qu'on adapte notre armement au contexte géopolitique qui nous attend. Donc on va avoir de plus en plus de tensions sur les ressources notamment, de plus en plus de crises sanitaires, et ça, on doit pouvoir l'anticiper collectivement. Donc ça veut dire qu'on équipe nos services de renseignement dans leur capacité à pouvoir anticiper les crises. Ça veut dire qu'on investit aussi sur le matériel militaire pour qu'il soit adapté à ces crises. Et c'est là où on se recentre et on se dit, OK, comme tout le reste de notre société, on doit pouvoir adapter chaque pan à la crise climatique qui vient pour être justement plus résilient et se retrouver moins dans des situations de dépendance. Comme on est là, on parlait de la crise économique. La crise économique, Madame Peillon l'a dit, c'est aussi un résultat direct de la crise en Ukraine, de la crise Covid qu'on a connue. Donc c'est se dire comment est-ce qu'on rend aussi notre armée, notre coopération européenne plus résiliente de ce point de vue-là. Il faut assumer d'investir plus dans la défense nationale? En tout cas, il va falloir investir différemment. Je ne suis pas sûre que ce soit la position de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, voulait sortir de l'OTAN. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une guerre aux portes de l'Europe. Il y a aussi des menaces terroristes qui pèsent sur notre pays. Et enfin, il y a aussi des problèmes de cybersécurité. Il va falloir qu'on investisse énormément dans la cybersécurité. Emmanuel Macron, au début du quinquennat, a décidé de baisser les dépenses de défense. D'ailleurs, ça lui a valu la démission du général. Jean-Luc Mélenchon, lui, voulait sortir de l'OTAN. Nous sommes favorables à une indépendance sur le domaine de la défense, à des investissements. Il faut aussi qu'on s'appuie sur l'Europe. Je ne suis pas favorable à une armée européenne, mais je pense qu'il faut y ait des accords et un travail en commun avec les autres pays européens, évidemment. Je précise simplement, je suis la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je ne suis pas la candidate de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous souhaitez qu'il soit Premier ministre, madame. Et monsieur Jean-Luc Mélenchon est pour la sortie d'abord du commandement intégré de l'OTAN et ensuite de l'OTAN. Et c'est un point de désaccord majeur entre vous. On est quand même sur des sujets structurants pour l'avenir de la France et de l'Europe. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Et pourtant, ce monsieur sera, si vous gagnez aux élections législatives, votre futur Premier ministre. Donc ça veut dire que c'est une erreur. C'est le président qui nomme le Premier ministre. Oui, mais... En tout cas, c'est leur communication. Je me permets de répondre. Oui. C'est un mensonge. Dans toutes les familles politiques, il y a des désaccords. Là, pour cette élection, on s'est réunis... Sur des sujets structurants. Là, pour cette élection, on s'est réunis en famille élargie. Le programme est extrêmement transparent. Vous pouvez aller le voir. Il y a les éléments et il y a les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je vous ai exposé ce sur quoi on était d'accord, sur l'essentiel. Et après, il y aura un débat démocratique qui sera fait à l'Assemblée nationale. Alors, on ne peut pas contester la méthode, là, sur le coup. Alors, moi, je suis désolée, du moment où vous avez des désaccords majeurs qui font que vous n'êtes pas d'accord au moment de l'élection présidentielle et que vous arrivez miraculeusement à vous mettre d'accord avec des calculs mathématiques pour vous répartir des circonscriptions 2 mois après et que votre programme, finalement, n'est pas le même et votre alliance et votre rassemblement n'est pas le même en avril et en juin, je suis désolée, mais on est sur un accord qui n'est pas un accord programmatique, mais un accord tactique. Je pense que les Français ne sont pas dupes et quand, sur des questions aussi importantes que les questions énergétiques, les questions de défense, sur la question de l'Ukraine, notamment, vous n'êtes pas d'accord, on voit bien que la France serait ingouvernable si la NUPES arrivait au pouvoir. Après, je vais revenir peut-être au sujet qui nous intéresse. Moi, je suis pour une Europe de la défense. Il y a eu un premier budget européen de la défense qui a été voté en 2021. C'est un début. Ça ne suffit pas, mais c'est un premier pas. La France est certes la 7e puissance militaire mondiale, mais il faut rester modeste. Tout seul, on n'est pas forcément en capacité de répondre aux menaces externes. On a commencé à anticiper et à investir dans les questions d'innovation. Vous parliez de cyber, il y a les questions spatiales, il y a la question de l'adaptation au réchauffement climatique. Toutes ces crises-là, elles sont anticipées par une loi de programmation militaire de 2019 à 2025 qui a été votée avec un budget inédit, contrairement à ce que vous dites, justement parce que l'armée était à un point de rupture. Pourquoi le général a démissionné alors? Oui, quelles étaient ses motivations? Je pense que la baisse des dépenses de l'armée.
Non, mais justement, là, je vous parle d'une loi qui a été votée en 2018 avec 200 milliards d'euros, des investissements inédits et pour des armes, quand on dit armes, c'est un terme large, hein, un drone, elle peut être une forme d'arme, les lentilles à vision nocturne sont des armes, qui sont des innovations technologiques qui n'existaient pas jusqu'alors et qui permettent de faire la guerre différemment, notamment ce qu'on appelle les interventions zéro mort, qui permettent parfois d'avoir des interventions justement pour anticiper des combats. Et on continue à investir. Après, je continue de penser que la France toute seule ne peut rien, qu'on l'a vu avec la guerre en Ukraine. S'armer, c'est aussi armer nos alliés. Quand on donne 100 millions d'euros de matériel militaire à l'Ukraine, c'est bien parce que la France a les moyens de le faire. Et ça fait partie aussi des sujets importants. Sur les questions de défense, on ne peut pas penser que la France est un îlot isolé. Et la sortie de l'OTAN, pour moi, serait une erreur majeure. On sait qu'Emmanuel Macron est le spécialiste du « en même temps ». Moi, c'est quelque chose qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai jamais réussi à dire à mes équipes « en même temps ». En fait, un chef, il tranche, il décide, il oriente. Avec la guerre en Ukraine, on a exactement la même chose. On a un Emmanuel Macron qui parle à l'Ukraine, qui parle à la Russie. L'Ukraine n'est pas contente de la posture d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie. On a le « en même temps ». Ça s'appelle la médiation et la géopolitique, madame. Oui, Qu'est-ce que vous proposez? Vous, pour l'Ukraine, vous proposez qu'on attaque la Russie? Je propose des positions très claires, des décisions, des orientations. C'est la raison pour laquelle je ne suis absolument pas macroniste, c'est que je pense que ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron fait du « en même temps » dans tous les domaines. Madame ? Moi, je veux des positions claires. Même M. Zelensky remet à sa place Emmanuel Macron. Il nous fait croire qu'il communique. Alors, on a eu cette grande communication autour des discussions avec Emmanuel Macron quelques semaines avant le 24 février. Après, on a des communications Emmanuel Macron qui est en train d'appeler le président. Vous parlez plus d'Emmanuel Macron que moi, madame. Vous êtes sa représentante demain. Non, mais c'est surtout que vous ne parlez pas du tout de votre programme, puisque manifestement, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas fait une seule proposition. Vous ne faites qu'attaquer, en fait, Emmanuel Macron. Renforcer la défense depuis le début. Je vous dis que nous voulons renforcer la défense, ce que vous n'avez pas fait. Mais excusez-moi, madame, mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que les Français ont entendu parler de la défense pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Mais qu'est-ce que vous proposez, madame, encore une fois? Des moyens pour la défense et des positions fermes. Marie-Charlotte Garlin revenir une dernière fois sur ce sujet, ou sinon on avance sur la thématique, le débat avance? Non, mais renforcer la défense, ça veut tout et rien dire, en fait. Il faut être capable d'avoir du courage politique. C'est ça, courage politique. Il est chef des armées, notre président. C'est du courage politique de ne pas avoir de mesures claires et précises derrière. Il y a une importance fondamentale d'être précis. C'est un sujet qui est trop sérieux pour se permettre de faire du flou, en fait. C'est de travailler avec l'Europe, c'est de créer des alliances, d'un côté... Allez, je vous propose qu'on avance dans ce débat. On a vécu cette semaine une vague inédite de chaleur qui s'accompagne évidemment d'une vague de pollution de l'air. Quelle réponse apporter? Est-ce que ça peut être le rôle de vous, mesdames, si vous êtes élues députées, de porter des lois qui seraient des réponses à ce type de situation? Qui veut commencer? Peut-être Béatrice de Montilly, cette fois-ci. Moi, je pense en effet que la qualité de l'air, évidemment, je suis mère de famille, j'ai envie que mes enfants grandissent dans une ville qui est la plus saine possible. Je fais confiance à tous les acteurs, que ce soit les individus sur le tri des déchets. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On pourrait être beaucoup plus efficace dans la ville de Lyon et dans la collectivité métropolitaine. Il faut qu'on investisse dans nos fenêtres, notre chauffage pour que tout ça soit plus éco-responsable. Donc il y a une responsabilité individuelle. Il y a une responsabilité aussi qui passe par le secteur privé. Moi, je suis proche des entrepreneurs de la région. Il y a des magnifiques startups qui travaillent sur cette qualité de l'air en travaillant sur les données qu'on peut récupérer, sur la digitalisation. Et évidemment, un accompagnement par les services publics, avec ça, c'est le rôle du politique. Mais pour moi, le politique n'est pas le seul acteur de cette transition écologique. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cette posture des écologistes qui mettent l'écologie toujours au premier plan. Pour moi, l'écologie est transversale. Elle est aussi bien entre les mains des politiques que des acteurs privés et des individus. Marie-Charlotte Garlin. Ce que je trouve incroyable, c'est dès qu'on parle d'adaptation au réchauffement climatique, la droite, vous nous sortez toujours les déchets. Donc c'est vraiment la politique de la touillette de la machine à café. Non, je peux vous parler d'énergie aussi. Nous, on était pro-nucléaire. Monsieur Macron a fermé les centrales nucléaires, ce qui nous rend dépendants aujourd'hui énergiquement. On va peut-être laisser répondre Marie-Charlotte Garlin. Merci. Ce que je disais, donc, je trouve ça assez incroyable, ce refus de voir en fait le besoin d'un changement systémique. Et vous parlez du coup du fait que vous voulez que vos enfants vivent dans une ville plus saine, plus apaisée. Et puis dès que les écologistes proposent quelque chose, vous hurlez au loup. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Très concrètement, sur la question de la pollution de l'air,
Effectivement, on voit des chiffres qui sont très inquiétants avec notamment la sécheresse aussi qui augmente. Je rappelle que c'est quand même 100 000 morts prématurées de la pollution de l'air par an. Premier point. Et très concrètement, comment on agit? Donc, au court terme, on végétalise les villes, ce que fait déjà la majorité à Lyon. Végétaliser les villes, c'est 10 degrés quand même en moins qu'on gagne. Et en fait, on voit clairement la différence. Enfin, vous voyez quand on passe dans un parc, la différence de température par rapport... Et nous, on a une circonscription où c'est quand même assez bitumé par endroits. Donc très minéral, je suis d'accord avec vous. On le voit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On accélère la rénovation énergétique des bâtiments pour éviter que les gens se retrouvent à travailler dans des bâtiments à 30 degrés. Et enfin, là, il va falloir aussi qu'on ait une vigilance, notamment pour nos aînés, et je pense aussi à nos enfants, dans les écoles, dans les crèches, etc. Parce qu'en fait, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on ait des structures qui peuvent les accueillir. Et sur le long terme, en fait, on met le paquet, quoi. Ça s'appelle la planification écologique. C'est 200 milliards pour investir à fond et s'adapter à la résilience, enfin, en tout cas pour construire une société qui soit plus résiliente face à la pollution de l'air, parce que ça tue des gens aujourd'hui, quoi. On ne peut pas ignorer ça. Sarah Péan. Alors la planification écologique, effectivement, on en parle tous. Je pense que ça fait partie de la stratégie aujourd'hui du gouvernement avec notamment la nomination de la nouvelle Première ministre. On le dit, nous, on souhaite être la première grande nation qui sort du gaz, du pétrole et du charbon. Ça fait partie de nos projets avec une multiplication de notre puissance solaire par 10, la création de parcs éoliens offshore. Mais ça ne suffira pas. Effectivement, les questions énergétiques sont importantes, mais ça ne suffira pas, hein, vous l'avez dit. Il faut végétaliser les villes, je ne dis pas le contraire, mais dans ce cas-là, il faut par exemple terminer le parc Blandan, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui par la majorité écologiste dans sa programmation pluriannuelle à la métropole de Lyon. Mais il faut aussi, et là je suis désolée, je vais faire du en même temps, mais densifier nos villes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a aussi si madame, il faut accepter un peu de densification. Aujourd'hui, qui peut vivre en centre-ville? On va en parler avec la question du logement. C'est les gens qui en ont les moyens parce qu'il y a un problème d'offre de logement. Aujourd'hui, on a des villes qui, aujourd'hui, ont souffert avec leur développement d'étalement urbain. Il y a des gens qui font des trajets, ce qu'on appelle les trajets pendulaires, domicile-travail, qui rentrent dans Lyon, qui ressortent de Lyon avec leur voiture. Alors, parce qu'ils travaillent loin, ils n'ont pas les moyens de travailler près des lieux où les emplois c'est-à-dire en centre-ville. Donc il faut de toute façon accepter cette densification. Ça n'empêche pas la végétalisation, mais on doit l'accepter. Et puis il faut des moyens de transport en commun performants. Moi je suis très inquiète sur le développement des transports en commun lyonnais. On l'a vu avec l'épisode du téléphérique, on le voit avec les plans métro qui sont arrêtés. Puis je terminerai aussi sur la rénovation thermique des logements, parce que c'est aussi une grosse source de pollution, qu'on a déjà engagée avec MaPrimeAdapt. Et là, il faut accélérer, passer à 700 000 rénovations par an, en accompagnant les ménages, et notamment les ménages les plus précaires, qui sont en général de toute façon ceux qui sont dans les passoires thermiques. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite empêcher les propriétaires de passoires thermiques d'augmenter les baux et de revendre à terme pour les obliger à faire aussi un certain nombre de rénovations. Je veux juste rebondir là-dessus. Vous nous parlez de planification écologique maintenant. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 5 ans en fait? Non, on n'a pas attendu 5 ans. C'est que on est toujours dans les termes qui peuvent être à la mode ou pas. On n'a pas attendu 5 ans. On n'a pas été inactif. On a quand même un bilan écologique important, contrairement à ce que vous pouvez raconter. Simplement, je vous dis qu'il faut accélérer. MaPrimeAdapt, c'est pas une nouvelle mesure. Mais la planification, c'est pas juste un terme, en fait. C'est vraiment une méthode. Une méthode cette transversale. Méthode, on aurait pu la mettre en place il y a 3 ans. On peut se dire, il y a le temps du début du mandat, etc., de prendre la mesure des enjeux. Et ça n'a pas été fait, ça. C'est fait. Simplement, on ne le nommait pas comme ça. Mais bien évidemment que tous les textes de loi qui ont été examinés à l'Assemblée étaient aussi examinés à l'ONU. Pourquoi est-ce que la France est condamnée alors pour l'inaction climatique? Mais enfin, vous savez très bien que sur les questions climatiques, les effets en termes d'objectifs qui sont fixés et qui sont respectés ou pas, ne sont pas des effets qui se jugent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous vous rendez bien compte que c'est des objectifs qui avaient été fixés dans les quinquennats précédents. Là, c'est la France a été condamnée parce que il y a des décennies d'inaction. Mais il ne faut pas demander à M. Emmanuel Macron et à sa majorité de tout régler en 5 ans. Et vous prenez beaucoup d'avance en termes de temps de parole. Donc Béatrice de Montiel. Oui, là, on a des grands effets d'annonce avec, en effet, la planification écologique. Moi, quand je vois la nomination d'Elisabeth Borne, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Elisabeth Borne est celle qui a signé la fermeture de Fessenheim. Et cette fermeture de Fessenheim et le non-investissement dans le nucléaire nous rendent aujourd'hui dépendants énergétiquement. Ce qui n'était pas le cas au début du quinquennat, encore une fois. Donc cette nomination d'Elisabeth Borne montre une certaine continuité. On va être dans la même timidité dans l'investissement sur les énergies. Donc moi, j'avoue que je ne suis pas confiante de cette nomination et j'ai du mal à croire en votre effet d'annonce pour moi de cette planification écologique, encore une fois. Alors on est Attendez, peut-être pas vous laisser prendre trop d'avance. Sur l'uranium, on en produit en France, madame? Parce que moi, je pense qu'on est une région qui est très forte sur
l'hydrogène, je pense que c'est ça qu'on attend aujourd'hui, c'est un énorme plan hydrogène au niveau national, en s'appuyant d'ailleurs sur les régions et sur les collectivités locales. Vous avez parlé de densification aussi. Moi, j'avoue que je ne suis pas favorable à la densification de Lyon. Je pense qu'aujourd'hui, Lyon est une ville très minérale. Il faut qu'on trouve de l'espace pour mettre de la verdure. Vous l'avez dit, et c'était d'ailleurs dans notre programme avec Étienne Blanc. On avait un programme qui n'était pas spécialement favorable à la densification. Je crois, moi, qu'il faut développer des parcs relais. Et les gens ont envie, d'ailleurs, on voit avec le Covid que les gens ont plutôt une tendance à sortir de Lyon. Le nombre d'enfants scolarisés à Lyon diminue. Donc Grégory Doucet veut faire une ville à hauteur d'enfants, mais encore faut-il arriver à garder les familles à Lyon. Aujourd'hui, les familles ont tendance plutôt à sortir. Donc il faut pour moi un plan d'investissement dans les transports en commun, dans les parcs relais. Je ne suis pas favorable à la densification de notre ville, ce qui accroît d'ailleurs les problèmes de sécurité. Quand une ville est trop dense, là monte l'insécurité et les problèmes de sécurité. Et on va laisser répondre Marie-Charlotte qui est un peu en retard en termes de temps de parole. Quand vous parlez de densification, en fait, c'est nier une réalité, c'est-à-dire que ça va être les ménages les plus précaires qui vont quitter la ville. Et du coup, c'est quelle vision de la société vous avez? Comment vous imaginez la ville de demain? Parce que aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ce ne sont pas les plus précaires qui quittent la ville, c'est plutôt les plus favorisés qui s'en vont. C'est aussi les plus précaires qui quittent la ville, en fait. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, et on va pouvoir en parler, parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, de vivre à Lyon. Quelle est votre proposition? Je pense qu'on va en parler. Allons-y, sur le logement, il faut commencer d'ailleurs. Sur le sujet logement. Mais on a déjà commencé à la métropole, c'est l'encadrement des loyers, c'est limiter, encadrer un peu plus les locations Airbnb, c'est construire, nous au niveau de la nouvelle Union populaire, on parle de 200 000 constructions de logements publics par an, c'est augmenter le taux SRU à 30%, donc le taux de logements sociaux qu'une ville doit avoir. Et c'est ça en fait le bien logement. C'est ne pas laisser les plus précaires quitter la ville. Moi, je pense que pour favoriser une politique... On a vu dans le quinquennat Macron, on n'a jamais été aussi haut dans le pourcentage du salaire des ménages dédié au logement. Aujourd'hui, c'est 28%. Donc oui, il y a une crise du logement qui va d'ailleurs s'accentuer dans les semaines à venir avec la montée des taux. C'est compliqué aujourd'hui d'acheter à Lyon. Les taux vont remonter. On voit qu'il y a des tensions d'ailleurs entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes années. Moi, je suis évidemment, étant de droite, complètement opposée à l'encadrement des loyers. Donc c'est quoi la proposition pour parce que l'encadrement des loyers, en fait, n'incite pas les investisseurs à créer du logement. Et donc, si vous ne créez pas de l'offre, ça fait monter le prix de la demande. En fait, ça, c'est des mécanismes économiques très, très basiques. L'encadrement des loyers peut être quelque chose de très ponctuel, mais je ne crois pas en l'encadrement des loyers. Qu'est-ce que vous proposez pour la famille qui a 3-4 enfants et en plus, on a du mal à trouver des appartements assez grands pour accueillir des familles nombreuses? Aujourd'hui, est-ce que vous savez le pourcentage de personnes qui sont éligibles au logement social en France? Non. 70%. Oui. Ça veut dire qu'on fait croire à 70% des Français qu'on va gérer leur logement. Et votre solution, derrière, il n'y a que de la frustration, il y a des listes d'attente, vous le savez bien, extrêmement longues. Donc la solution, c'est de laisser les plus précaires se débrouiller? Moi, je suis pour une France des propriétaires. Je pense qu'il faut qu'on aide les Français à devenir propriétaires au lieu de leur faire croire qu'on peut leur offrir un logement. Et comment est-ce qu'on aide les gens qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires en ville, à Lyon, sur la troisième circonscription? Il faut créer des logements et pour ça, l'encadrement des loyers est une catastrophe. Encore une fois, je vous le dis, parce que quand on encadre les loyers, on a moins d'investisseurs, donc on a moins de création. Mais on crée des logements à l'heure actuelle. Il y a un gros problème de création de logements. Énorme problème. Sarah Péan, peut-être répondre. Alors, sur l'encadrement des loyers ou le plafonnement, peu importe comment on appelle ça, on a vu que c'est un mécanisme qui est effectivement typiquement la fausse bonne idée, qui a des effets pervers, puisque Madame de Monti le disait, effectivement, ça bloque un peu la création de nouveaux logements. Et puis, on se retrouve dans un système où les propriétaires n'investissent pas, et notamment n'investissent pas pour la rénovation, par exemple la rénovation thermique, puisque comme ils ont des loyers plus faibles, souvent les propriétaires, il y a des propriétaires très riches, mais souvent ces propriétaires, c'est des gens qui investissent pour avoir un peu d'argent de côté pour leur retraite et qui se retrouvent finalement avec un loyer moins élevé qui ne couvrirait pas d'éventuels travaux. Et puis on a aussi tous les effets pervers de contournement. En revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, en centre-ville, je rejoins Madame Garin, peuvent se loger les gens qui en ont les moyens, c'est déjà pas tout le monde peut se le permettre, ou les personnes qui ont un logement social. Et là, vous avez raison, il y a un vrai décalage entre le nombre de demandeurs et le nombre de personnes qui obtiennent un logement social. Donc la solution est simple. Ce qui est rare est cher.
Il faut construire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas végétaliser, je dis qu'il faut accepter un peu de densification, il faut construire des logements et tout type de logements. Il faut de l'accession à la propriété, des logements locatifs, des logements sociaux, des logements sociaux étudiants aussi également. C'est en augmentant l'offre aussi, hein, vous parlez de mécanismes basiques, mais c'est en augmentant l'offre qu'on peut aussi faire baisser les loyers. Et puis il y a aussi des systèmes d'accompagnement, plutôt qu'être dans la sanction ou le plafonnement, d'accompagner, pour que tout le monde soit gagnant, les propriétaires qui baisseraient ou réduiraient leur loyer avec une incitation fiscale. Ça fait partie des mécanismes qui peuvent être efficaces. Et on laisse répondre une dernière fois Marie-Charlotte Garin, puisque vous êtes un peu en retard en termes de débat. Est-ce qu'il faut construire plus dans l'agglomération ? On parle, nous en tout cas, les écologistes et la majorité à la ville et à la métropole, on parle de la question de la juste densité. Donc oui, il faut construire plus et il ne faut pas éviter l'étalement urbain aussi pour préserver en fait les zones vertes. Quand vous êtes arrivé à la ville de Lyon, vous avez stoppé tous les projets de construction de la Part-Dieu par exemple. C'est faux. Et d'ailleurs, vous êtes revenu en arrière. Enfin, vous avez finalement, au bout d'un an, vous êtes rendu compte que vous étiez sur une piste très dangereuse et vous êtes revenu en arrière. Vous avez relancé des demandes de création. On travaille en bonne intelligence avec les bailleurs. Ouais, il faut bien regarder. Dans cette idée de construire justement une ville qui soit plus vivable, plus respirable pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Il ne faut pas faire de fausses polémiques là-dessus. Il reste 3 ans, on jugera dans 3 ans. On jugera dans 3 ans. Allez, je vous propose de conclure ce débat avec chacune, mesdames, un mot de 30 secondes de conclusion. Sarah Payon, vous aviez terminé tout à l'heure, donc je vous propose de commencer. Bien sûr. Le 12 et 19 juin, vous devrez choisir le futur député de la 3e circonscription du Rhône. Si vous me faites confiance, je serai une députée présente, engagée, à vos côtés. Je créerai un conseil de circonscription qui nous permettra d'échanger sur ces différents sujets sur lesquels nous avons parlé avec nos adversaires aujourd'hui. Et je prendrai des décisions, non pas en vous faisant croire que vous ferez la loi à mes côtés, mais en vous consultant régulièrement. Vous le voyez, la députée a un rôle sur votre quotidien. Les lois que nous voterons demain peuvent changer la vie des Lyonnaises et des Lyonnais et je me propose de porter votre voix à l'Assemblée nationale. Marie-Charlotte Garin. Je suis Marie-Charlotte Garin, j'ai 26 ans. Sur la 3e circonscription du Rhône, ce qu'on propose avec la nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est bien une 3e voie entre l'extrême droite et l'extrême libéralisme. C'est une voie qui nous permet à tous et toutes de vivre dignement et ça nous permet une alternance au dernier mandat et aux 5 ans de Macronie qu'on a connus. Donc c'est le SMIC à 1 500 €, les retraites à 60 ans, la planification écologique et c'est aussi, si je suis députée, c'est de pouvoir porter la voix de la génération climat à l'Assemblée nationale. Béatrice de Monti. Béatrice de Monti, moi j'ai 45 ans, je suis entrepreneur, chef d'entreprise aujourd'hui et investie dans le monde associatif entrepreneurial lyonnais. Aujourd'hui, je suis conseillère municipale à la ville de Lyon. J'ai déjà porté des sujets comme la viande à la cantine, vous avez peut-être entendu des prises de parole à ce moment-là, la défense des commerçants. J'ai pris la parole sur la 5G, sur l'écriture inclusive. Moi, je veux être une députée extrêmement pragmatique. Je pense qu'aujourd'hui, la situation économique, écologique, on a besoin de députés à l'Assemblée nationale qui vont être des députés de bon sens. Il faudra voter les lois quand elles iront dans le sens de la réforme, de la simplification, pour libérer les énergies et pour redonner de l'énergie à notre pays. Venez me rencontrer si vous le souhaitez. Je fais une réunion publique le 8 juin à 19h au Palais de la Mutualité. Eh ben, merci vous trois pour ce débat. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi, exceptionnellement, pour un nouveau débat de législatif qui sera cette fois consacré à la 2e circonscription de Lyon. Et je vous souhaite d'ici là un bon week-end.